Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, le club de la presse de Radio Orient, animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est Tariq Ramadan, islamologue et philosophe. Votre dernier ouvrage s'intitule Mon intime conviction aux presses du Châtelet. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous interroger, Cécilia Gabizon du Figaro et Joël Roman de la revue Esprit. Tariq Ramadan, il y a 6 mois, l'Assemblée nationale a mis en place une mission d'information sur la burqa avec cette question: faut-il l'interdire dans l'espace public? Vous-même avez été auditionné par les députés. Le président du groupe UMP, Jean-François Copé, annonce que compte tenu du calendrier parlementaire, il ne déposera pas de texte de loi avant les régionales. De son côté, Éric Besson est favorable, lui, à une résolution. Première question, Tariq Ramadan, la mission parlementaire n'a pas encore rendu ses conclusions. Qu'est-ce que vous espérez lire dans ce rapport ? Écoutez, je n'attends pas grand-chose de la lecture du rapport pour avoir suivi les travaux de la commission, et d'abord sa source et son origine. Je pense que, vous savez, même dans l'ouvrage, avant même que cette commission sorte, dans l'ouvrage, je disais qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans les pays européens, c'est le vrai problème de la nouvelle visibilité. Et que dans chaque pays, on a une visibilité qui fait problème. Alors on a les minarets dans mon pays, en Suisse, on a les mosquées en Allemagne, on a les écoles islamiques. Chaque pays a son sujet. En France, ça a été d'abord le foulard et le voile dont on a parlé il y a quelques années, puis maintenant on en vient à la burqa. Et c'est des sujets qui sont politisés, en fait. Ce sont des réponses que l'on fait au président Sarkozy quand il n'est pas suffisamment clair dans sa réponse au président Barack Obama, et on en fait une affaire nationale pour quelques centaines, voire 1 ou 2 milliers maximum. Et je pense qu'aller vers une législation, ça pose plusieurs problèmes. D'abord sur la quantité des personnes, puis d'autre part sur le niveau européen, parce que plusieurs constitutionnalistes au niveau européen ont dit ça ne passera pas, on ne peut pas dans l'espace public intervenir de cette façon-là. Et donc déjà, l'esprit même de la commission me pose problème. Puis ensuite, j'ai vu la nature des débats, c'est-à-dire que, en fait, d'abord, tous les partis sont divisés. L'UMP, comme le Parti Socialiste, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Y compris le Parti communiste, puisque André Gérin, le président de la commission, est communiste. Exactement. Et donc, en l'occurrence, on a une énorme division, que ça n'est pas gérable, et que, de ce point de vue-là, je pense que le débat a été mal engagé. Le fond est peu sérieux, à mon sens, du point de vue de la résolution du problème. Et ce qu'il en débouche, c'est une stigmatisation. Au moment même où on parle dans ce pays de l'identité nationale, je pense qu'on est aujourd'hui en France dans un débat qui est totalement confus, mais dont les seules conséquences, c'est plus la division que l'union des citoyennetés. On va d'abord parler de la burqa, Cécilia Gabizon. Alors, vous parliez de problème et de résolution de ce problème, donc du problème de la burqa. Qu'est-ce que vous proposez ? Écoutez, moi je pense que contrairement à ce qui est dit, on dit qu'aujourd'hui la visibilité augmente dans les sociétés européennes, en particulier en France. Et je dis que proportionnellement à la présence des musulmanes et des musulmans en Europe, la proportion de celles qui portent le niqab a diminué proportionnellement dans toute l'Europe. Et que c'est un vrai travail pédagogique qu'il faut faire. C'est pas du tout un travail. La loi ne règle pas ni les consciences ni les mentalités. Vous dites aujourd'hui qu'il y a moins de femmes portant la burqa ou le niqab qu'auparavant. Oui, d'abord proportionnellement à la quantité des. Il faut faire attention, c'est-à-dire on peut pas prendre les chiffres absolus. Les musulmans aujourd'hui, c'est plusieurs millions. Mais sur quels chiffres vous basez-vous ? Non. Encore une fois, nous n'avons pas de chiffres. Nous, ce que l'on a vu par exemple dans tout ce qui est en train de se passer dans le pays où il y a le plus de burqa et le plus de niqab en fait. La burqa, c'est la dimension asiatique et afghane en fait, et asiatique pakistanaise. Mais là, la burqa, c'est le fait de se couvrir le visage. Ce qu'on a remarqué par exemple dans le pays où on a le plus, en Grande-Bretagne, c'est que proportionnellement à la quantité des musulmans, des 2e, 3e et 4e générations, il y a de moins en moins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on nous dit, notre discours de l'intérieur en tant que musulman, parce que moi je suis un musulman qui pense que la burqa ni le niqab ne sont pas des prescriptions islamiques. Et donc je fais un travail qui est un travail théologique et juridique d'explication. Et je le fais depuis longtemps. Quand Jacques Straw, le ministre des Affaires étrangères à l'époque, avait dit qu'il avait un problème quand une femme venait pour des questions de sécurité ou pour des questions simplement de relations, j'ai soutenu sa position. Je disais, il pose mal la question, mais il pose une bonne question. Et donc je pense qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui, en France comme ailleurs, que les musulmanes et les musulmans, qui sont la voix tout à fait majoritaire dans le pays et qui sont pas des promoteurs de la question de la prescription de la burqa et du niqab, sont des alliés objectifs. Et donc aujourd'hui la loi
elle ne réglera pas ceci. Je l'ai dit et répété. Je pense qu'il faut que nous allions vers un discours qui est assez ferme. Il y a des domaines sur lesquels il ne faut pas transiger. Je veux dire, par exemple, sur la question de la sécurité, sur la question de la carte d'identité, sur tout ça, on ne transige pas, parce que ça, c'est des questions de sécurité, la loi le prescrit. Puis ensuite, il ne faut pas jouer, il ne faut pas commencer à nous dire, comme le dit aujourd'hui Jean-Marie Le Pen, il leur dit, mais en fait, on va appliquer ce qui se fait à Bruxelles, à savoir, pas de déguisement sur la place publique. Donc, vous enlevez le niqab. Ça, c'est du jeu, et ça ne tient pas. Par contre, effectivement, un travail sérieux est aujourd'hui établir des vraies alliances citoyennes avec des citoyens de confession musulmane et des leaders musulmans qui travaillent sur ce terrain-là et pas au petit bonheur la chance. Cécilia Gabizon. Vous êtes souvent intervenu à Lyon et dans la banlieue de Lyon où vous avez une assise et une audience assez forte et pourtant c'est peut-être l'endroit en France où on trouve le plus de femmes, d'après le rapport plus détaillé de la police sorti récemment, portant la burqa. Oui, non mais ça, encore une fois, je veux dire que d'abord c'est faux que j'interviens plus souvent à Lyon qu'ailleurs. Ça a été les RG quand ils vous parlaient au début des années 90. J'interviens d'abord partout en Europe et en particulier en France partout. Et en l'occurrence, vous avez aujourd'hui en France des lieux qui sont des ghettos, des espaces de non-lieu où on a mis et parqué les gens ensemble. Et on traduit en termes culturels et religieux des problèmes qui sont sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'isoler des populations. Et ces populations, quand elles sont isolées et qu'elles ont des problèmes socio-économiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de reconnaissance citoyenne, l'identité religieuse est la première chose vers laquelle on va se tourner. Et ceux qui gagnent le plus de ce point de vue-là, ce sont ceux qui marquent clairement les distinctions. Il y a nous en tant que musulmans et il y a les autres. Et les autres en fait ne nous aiment pas, c'est parce qu'on est musulmans. Donc ils culturalisent la question sociale. Et quand on n'a pas de politique sociale, on encourage ce type d'attitude. Et partout où vous aurez des cités, partout où vous aurez des ghettos, en culturalisant, islamisant la question sociale, vous aurez ce type d'attitude. Mais qui l'islamise? Les pouvoirs publics ou certains musulmans, même certains mouvements musulmans? Les deux. Les deux sont co-responsables de cette situation-là. C'est-à-dire que je suis désolé, quand aujourd'hui on nous parle, je veux dire, encore une fois, vous voulez qu'on parle plus tard de l'identité nationale, mais l'identité nationale est un discours qui, au nom de l'identité, a culturalisé les appartenances, les a ethnicisées et religionnisées en mauvais français. C'est ça qui est en train de se passer. En cascade, ce que vous avez, effectivement, c'est le sentiment d'une stigmatisation de l'islam. Ceux qui gagnent quand on stigmatise l'islam, ce sont toujours ceux qui sont dans la distinction, qui sont dans l'identité réactive. Qui, en fait? Alors, encore une fois, au mouvement salafiste littéraliste, qui sont ceux qui sont très très littéralistes et qui sont dans le eux et nous, c'est-à-dire que vous n'êtes bons musulmans que dans la distinction d'avec eux, et eux c'est les non-musulmans, ou les mauvais musulmans, ou des musulmans comme moi qui sont considérés par eux comme des musulmans vendus, parce qu'il faut bien savoir que pour certains musulmans, je suis sorti de l'islam. Et donc vous avez ce type de discours-là, et à côté de ceci, donc vous avez deux pôles qui se nourrissent les uns les autres des arguments les plus binaires. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et à mon sens, il faut qu'on dépasse cette réalité-là. Joël Roman. Oui, moi ce qui me paraît effectivement caractéristique de ce débat, c'est que d'une certaine façon, il y a une espèce de réduction d'un problème très général et qui est un vrai problème social, qui est celui de la visibilité de l'islam dans la société française, et sur lequel moi depuis des années, Tariq le sait très bien, je milite pour davantage de visibilité des musulmans et de l'islam en tant que tel. Et donc de ce point de vue-là, la question religieuse d'une certaine façon est légitime. Donc on pourrait évoquer effectivement dans la foulée la question des mosquées, la question des minarets, enfin bon, toute une série de questions qui pourraient légitimement se poser. Et puis une pratique qui est extrêmement minoritaire, qui est extrêmement déplaisante, en effet. Je conteste absolument pas le fait que le port du niqab soit quelque chose... Elle est déplaisante, Tariq Ramadan, cette pratique, c'est-à-dire le port de la burqa. Elle vous déplaît? Attendez, elle est plus que cela pour moi. Pour moi, c'est effectivement un déni de droit, c'est-à-dire un déni d'identité et d'autonomie. C'est impossible de porter le niqab ou la burqa et d'avoir une autonomie sociale. Ça n'est pas possible. C'est une prison, comme le disent certains? Alors attendez, encore une fois, c'est-à-dire que le problème, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la commission parlementaire, à la mission parlementaire, c'est de leur dire, vous ne pouvez pas nier qu'il y a des femmes qui pensent très sincèrement que telle est leur voie. C'est une prison volontaire. Donc pour certaines, encore une fois, de ce point de vue-là, vous pouvez pas simplement, encore une fois, cette vision que c'est que le père ou le frère qui l'impose est une vision tout à fait réductrice. Joël Roman.
je pense qu'on pourrait rentrer d'ailleurs longuement dans les détails des motivations qui poussent un certain nombre de femmes à s'habiller comme ça. Bon, mais à l'évidence, c'est quelque chose qui relève à la fois de la provocation et bon d'une forme de contestation radicale de la société, etc. Mais ce qui me choque, c'est que dans le débat français, en tout cas, et notamment à travers l'exemple de cette commission parlementaire, le fait même d'avoir créé une commission parlementaire sur le problème, l'initiative, l'idée qu'il fallait faire une loi qui rôde autour de ça et qu'il faut faire une loi qui continue de rôder autour de ça, me paraît vraiment quelque chose qui réduit d'une certaine façon une pratique, encore une fois, extrêmement déplaisante, mais extrêmement minoritaire aussi, tout à fait minoritaire, un problème beaucoup plus général qui, lui, est un problème légitime, et qu'il faudrait poser de façon beaucoup plus pacifique, tranquille, décomplexée, qu'est celui de la visibilité de l'islam dans l'espace public français, au titre de seconde religion de France, si on prend en gros les habituelles comptabilités des pratiques religieuses. Mais Joël Roman, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème c'est que, bon, encore une fois, vous avez fait référence au livre, il commence par cela. C'est-à-dire que mon intime conviction aujourd'hui, c'est qu'en Europe, comme en Occident, la visibilité est le problème, et c'est un problème qu'il va falloir que l'on gère ensemble. Il ne peut pas y avoir de vivre ensemble et de société plurielle sans qu'il y ait une vraie visibilité de l'islam. Alors Pourquoi? encore une fois, Pourquoi? parce que par nature, la question de l'islam a une dimension de visibilité, c'est vrai. Non, mais attendez, elle peut changer, elle peut évoluer. Attendez, quel type de visibilité? C'est ça que la vraie question. Quelle distinction faites-vous entre visibilité et ostentation? D'accord. Parce qu'on a utilisé le terme ostentatoire pour le voile à l'école. La pratique, ou ce qui est considéré comme la pratique par certaines musulmanes et certains musulmans, qui sont aujourd'hui la très grande majorité, par définition, elle va avoir une visibilité. Ça va de la mosquée. La mosquée qu'on considère... Vous savez, en Suisse, on a eu ce débat-là où on disait, attendez, la mosquée, c'est le signe que je m'installe, que je considère que je suis chez moi. Et donc, et là, on nous dit, ah non, la mosquée, c'est le signe que vous colonisez chez nous. Le minaret, vous voulez dire? Non, la mosquée, avec le minaret comme en étant le symbole. Parce que en Allemagne, c'est la mosquée en tant que telle. Ce qu'on doit dire aux musulmans, c'est construire une mosquée ne veut pas dire de construire une mosquée orientale en Occident. On peut avoir une mosquée occidentale en Occident. Vous prenez des mosquées sans minaret? Avec ou sans minaret. Mais me dire que le seul moyen, d'être un musulman occidental, c'est de construire des mosquées sans minaret, ça me pose un vrai problème sur la perception qu'ont mes concitoyens. C'est-à-dire que pour être un bon musulman occidental, il faut que je voie un musulman invisible. Ça peut pas être. Ça n'est pas de la diversité, c'est de l'uniformisation. Ça marchera pas parce que l'énorme majorité des musulmans ne seront pas dans la perception d'être invisibles. Mais vous insistez souvent sur le fait que ce mélange à la pratique religieuse, une pratique culturelle, des traditions, des habitudes, le minaret, lui, relève d'une architecture traditionnelle des mosquées, notamment en Moyen-Orient, au Maghreb, etc. Certains disent aujourd'hui, bon, finalement, en Europe, ça devient une question d'urbanisme, soit ce minaret s'intègre, soit il s'intègre pas, il faut entrer dans un paysage qui soit le paysage occidental, et peut-être, par exemple, je citerai Tarek Oubrou, avec qui j'ai eu cette discussion, dit, moi, finalement, je trouve que le minaret aujourd'hui n'a pas de sens. Je suis presque contre le minaret, car c'est une sorte de gâchis architectural, c'est son expression, disant, puisque de toute façon, il n'y aura pas d'appel à la prière. Mais écoutez, ça, encore une fois, Tarek Oubrou a des positions aujourd'hui qui sont en ligne avec ce qu'on a envie d'entendre aujourd'hui et qui me gênent un tout petit peu sur cette question-là. Il sera l'invité de Pluriel la semaine prochaine. D'accord. Donc ça me gêne un tout petit peu cette attitude qui consiste à répondre simplement à l'apparence de la question, parce que le fond de la question, il n'est pas là. Le fond de la question, c'est accepte-t-on, oui ou non, que dans le paysage occidental aujourd'hui, des citoyens qui sont de confession musulmane puissent avoir une visibilité. Mais une visibilité qui ne veut pas dire qu'elle se distingue, mais qui s'exprime comme étant un des éléments du paysage. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gages à donner? Des gages, parce que c'est un peu la question en ce moment qui se pose en France. Au-delà, on va dire, il y a des dérapages racistes, il y a des gens qui sont islamophobes, mais au-delà de ça, il y a plein de personnes de bonne composition qui se demandent quelle va être la place de l'islam, comment ça va vivre. Est-ce qu'il n'y a pas de la part des musulmans en général des gages à donner?